Bonjour, on est parti pour le troisième essai-conférence. La conférence d'avant était sur le crépuscule, c'était assez désastreux. La première, c'était vraiment un essai, et mon dieu, qu'est-ce qui se passe? C'était pas incroyable non plus. Là, on va essayer de partir sur quelque chose. Ah tiens, dans le dossier à check, on va prendre ça. Et on va pas mettre ça comme musique, on va mettre un truc tranquille. Radiohead, allez, on est parti pour chialer. C'est parti. Pascal Rochon rejoint les Beaux-Arts de Paris en tant que professeur d'enseignement théorique et historien de l'art. Ah mais oui, c'est celui qui est Art et hypnotisme de Mesmer à nos jours. Mais oui, forcément. Avec Denis Orsler sur ce qu'il avait fait sur l'hypnotisme à Nantes. Qui était cool, hein. C'était vachement cool, j'avais bien aimé. J'avais pas vu, mais j'avais vraiment bien aimé. Non, mais voilà. Mais oui, le baquet de Mesmer, le fameux. L'époque des sommeils. C'est fou quand même parce que il reprend beaucoup les spirales quand même. Hein. L'illusion d'optique, les drogues psychédéliques, tout ça qui va nous amener ailleurs. L'hypnose aussi avec cette forme qui va de rond en rond en rond. Enfin qui fait un rond éternel jusqu'à un endroit. Autodraw. Ah mais oui. Mais en fait la spirale c'est aussi la spirale dans le jeu Life is Strange où Max Caulfield elle peut remonter le temps. Quelqu'un se l'est fait tatouer. Ah oui. Ah mais si seulement on pouvait tous remonter le temps. Moi je pense pas que je remonterais le temps mais... Ah, il y a une chanson qui s'appelle Travelers in Time, bah on va l'écouter, hein. On va l'écouter. Où est Radiohead? J'ai perdu Radiohead. Ah non, c'est là. Ok, on va écouter ça. Blind Guardian. On dirait du... Je pense que c'est du métal. Oh oui, Nuclear Blast. Quoique. Si. Et sur cette belle chanson... On va voir ce qui se passe par rapport au voyage dans le temps. Popularisé par H.G. Wells. Il est connu. Futurist, utopian work, social critique, time travel, alien invasion, invisibility and biological engineering. Eh bien, il est fort, hein. The Invisible Man. Ah mais oui. Ah mais en fait il y a eu un film adapté de ça. Mais oui. Oh, quel film horrible, La Guerre des Mondes. Attends, mais il y a eu un film. Ouais, d'accord. Mais oui. Oh mais mon dieu. Oh le souvenir. Ah non, c'était une série. Quoi? Non mais je suis sûr que j'ai vu ça en film. J'ai dû voir un des films comme ça, mais c'est sûr que je l'ai vu. Elles sont bizarres ces créatures.
The Attack de Milton 3 était étonnamment agréable. On dirait un peu le système nerveux humain quand il est totalement enlevé. Il y a des images de ça. Ouais, voilà. Je trouve ça génial à quoi ressemble le système nerveux pris après une dissection. Un arbre, quoi. Plein de veines partout. C'est fou, on pourrait tellement être résumé à plusieurs couches. Parce que vraiment, si on a rien, y a rien qui fonctionne, quoi. Quand même une centralité qui fait que, hein. Ah bah c'est tout petit, ça. Ah ouais, c'est fou, hein. On va faire un truc avec ça. Voilà, je me lance dans l'inconnu, hein. Vraiment, on y va à fond. Supprimer les filigranes. Ouais. Ok, upload une image, hop. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous propose là? Add image. Ok. C'est vraiment le mastermind, lui. Vraiment, sans lui, y a rien, genre. Mais c'est fou. Ouais, on va bien le distort là pour qu'il rentre bien dans sa petite boîte. Hop là. Texte 1. Mastermind. C'est un jeu, je crois, le Mastermind en plus. Mais j'ai jamais joué, ça donne pas envie en même temps. C'est quoi cette interface? Ah ouais, non, hein. Coder le jeu. Bah non, je veux pas ça, non. Ah, mais quoi, visuellement, c'est un peu intéressant. On dirait un peu une espèce de mini synthé, genre. Ça me fait penser un peu au nœud qu'il y avait dans Guitar Hero. Ouais, voilà, des petits nœuds comme ça, là. Enfin, des petits points comme ça. Mais du coup, on a notre mastermind, il faut qu'on l'enregistre. Est-ce que c'est si dur en soi? Share via your device. Est-ce que je peux enregistrer? Ah mon dieu, c'est long, hein. Ok. Ok. Non, au revoir Leclerc. Non, 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 non. Au revoir Leclerc. Est-ce que... on va se regarder un truc bien dur là. Master... Oh, waouh. Je suis majeur. Je peux perdre tout mon argent dans le pari en ligne. Mais au secours... Bah ouais, non, hein.
Bon, la capture a coupé, mais voilà, je suis de retour. La capture a recoupé. Ok, c'est parti. Je sais pas ce qui se passe. Hello and welcome to the 2022 Mastermind Grand Final with me, Clive Myrie. The first finalist in the spotlight c'est un tonight quiz, hein. is Ian Wang, an auditor from Manchester whose subject Okay. is the Je vais devoir au quiz. With whom we could compare Eleanor and draw some. Ah, Hepworth. Giovanni Ardini. Yes, Hepworth's huge 1964 bronze sculpture, single form, outside the UN headquarters in New York, that she dedicated to Dag Hammarskjöld, was cast at which London foundry? Morris Singer. Yes. What was the name of the nursery training college that helped care for Hepworth's triplets born in 1934, so she had time and space to continue working? Wellgarth. Yes. Torsos 1, 2, and 3 are abstract works from 1958, comprising 3 bronze sculptures that have the respective names Ulysses, Torcello, and what? Cheese. No, Galatea. Hepworth designed the scenery and costumes for which Michael Tippett opera that premiered at the Royal Opera House in January 1955. The Midsummer Marriage. Yes. What bardic name, meaning sculptor, did Hepworth choose when she was made a Bard of Cornwall in 1968? Gravior. Yes. Which ok. Bon, elle est très forte cette dame. Hein. Elle est très 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 forte. Je comprends même pas tout ce qui se passe dans sa tête, mais... Après, à moins que ce soit une culture assez générale, mais bon, on a vu que c'est la grande finale. Gravior. Mais on retombe sur du métal, mais c'est dingue. On va réécouter du métal, hein. C'est reparti. C'est reparti. It's not a paranoia, no place to hide or run. Ok. Traiter des péchés, mais qu'est-ce qui se passe? Traiter des péchés. C'est quoi un traité des péchés? Ah. Ah oui. Ah waouh. Ok, c'est sur la pêche. Pierre-Jean Corneille. Le prêtre et le médecin devant la société. Et c'est sur la théologie morale. Non mais oui, mais c'est les péchés religieux. Pensée d'un croyant catholique. Oh. Le matérialisme moderne. Ok. Allons-y. Preuve de l'immatérialité. Nous avons promis d'établir l'immatérialité de l'âme par un certain nombre de preuves solides. Nous ne sommes en peine que sur le choix. La doctrine que nous combattons se rattachant à la philosophie, ou plutôt au philosophisme de Hobbes et Spinoza, de leurs disciples Diderot, Helvétius, la maîtrise. Nous choisirons les arguments fondamentaux qui proposent. Ah d'accord, oui. Comment je fais pour passer à la page d'après? La pensée ne peut donc pas être l'effet de la matière. Oui. Rien de plus simple et de plus lumineux que le principe suivant. Lorsque deux choses ont des définitions, des propriétés et des effets opposés, si bien que l'on affirme de l'une, on doit le nier de l'autre, nous disons que ces deux choses diffèrent en espèce et en nature. C'est par cette règle unique qu'on distingue les objets. Si je vous demande pourquoi une pierre n'est pas un arbre, pourquoi l'eau n'est pas du feu,
pouvait en donner d'autres raisons, sinon que leurs idées, leur définition, leur propriété. En effet, leurs effets sont différents. Or, parcourez le qualité les plus communes et les plus constantes de la matière. Voyez si elles ne sont pas en opposition avec la pensée. Et si cela est, concluez que ce qui pense n'est pas matière. L'âme des bêtes. Les bêtes sont-elles de purs automates dépourvus de toute sensation? Eh ben... on pourrait s'étonner peut-être de l'importance que nous croyons devoir mettre à l'examen de ces questions. Non mais... oui, bien évidemment que les bêtes ont une âme, au secours. Tous les êtres animés ont été classés dans une série de termes semblables dont le ver et l'homme sont les extrêmes. Quoi? D'un côté il y a les vers et d'un côté il y a les hommes, mais c'est terrible. Pourquoi? Ah, paradis de l'homme. Roast human parasite and how get them. C'est parfaitement ce que je me disais, vraiment. Ah ouais, hein. Ah. En vrai, la malaria est mimi, hein. Le petit grain vert comme ça, là. Tapeworm. Mais c'est terrible. Ah ouais, hein. Ah waouh. Il y a une petite tête de fleur, hein. This man got cancer from a tapeworm. Est-ce que c'est possible d'avoir un ver dans le cerveau? Mais c'est dingue parce que du coup ça c'est juste finalement le mais oui, c'est le monculus, mais c'est le monculus dans le cerveau, comment on appelle ça? Le monculus qui nous contrôle, c'est pas le génie malin, le malin génie, je vais y arriver. Après de là, je pourrais retomber dessus normalement. Cerveau dans une cuve. On y revient. Hypothèse de l'homoncule. L'hypothèse de l'homoncule est un sophisme qui apparaît le plus souvent dans la théorie de la vision. On peut expliquer la vision humaine en notant que la lumière du monde extérieur forme des images sur la rétine de quelque chose, dont le cerveau les regarde comme s'il s'agissait d'images sur un écran de cinéma. Et de nos jours, elle est le plus souvent associée au psychologue David Marr. La question se pose quant à la nature de ce spectateur interne. L'hypothèse ici est qu'il y a un petit homme ou homoncule à l'intérieur du cerveau qui regarde le film. Cette image est géniale. J'adore cette image. Et vraiment, ça fera partie de mon document écrit pour le DNA. C'est génial, quoi. C'est génial. Déjà, c'est-à-dire que le mec, il a un full setup dans la tête. Et que du coup, il y aurait quelqu'un qui regarde et que son cerveau lui envoie juste des stimuli. Mais que, en tant que tel, lui serait dans cette position en train et que lui regarde. Ok. L'idée du spectateur interne génère la régression à l'infini du spectateur interne. Bah oui, du coup. Oui, ça revient sur l'histoire du mastermind. Enfin, du coup, si on n'a pas le système nerveux, est-ce que la conscience prime du coup, et est-ce que du coup on a genre une espèce de... En fait, il faudrait juste voir l'impact du système nerveux. Parce que il existe peut-être du coup un humain sans système nerveux.
Est-il possible de vivre sans neurones? Aucune théorie n'explique comment une personne dont 90% des neurones sont absents peut avoir un comportement tout à fait normal. Ok. Livre 12, championne de la survie, elle est capable de régénérer à partir de n'importe quelle partie de son corps, ne montre aucun signe de vieillissement et reste en vie même sans système nerveux. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Même sans cerveau, les méduses boîtes sont capables d'apprendre. Les méduses boîtes. Mais qu'est-ce que c'est? Méduses boîtes. Oh waouh. L'animal le plus dangereux du monde. La méduse la plus venimeuse du monde. Elle a pas de cerveau, mais elle est tellement dangereuse, attention. Cuboméduse. La cuboméduse. Mais elle est trop belle. En vrai, moi je veux bien mourir, hein. Je veux bien mourir avec grâce à cette méduse et qu'elle m'empoisonne. Hein. Ça doit sûrement être une mort horrible, mais je veux bien. Mais du coup, les méduses boîtes, donc les cuboméduses, survivent sans cerveau. Les capacités d'apprentissage sont généralement réservées aux animaux possédant un système nerveux central, ce qui n'est pas le cas des méduses. Dans une nouvelle étude, des scientifiques ont appris à des méduses boîtes à éviter les obstacles. Donc en soi, du coup, notre cerveau n'est pas forcément nécessaire. Enfin, on n'en sait rien, mais on pourrait très bien partir sur cette théorie-là. Un système nerveux est composé de cellules spécialisées, les neurones. Il va permettre de transférer des informations à travers tout le corps très rapidement, notamment pour réaliser des ordres, des actions et des mouvements. Les méduses ont donc des neurones et un système nerveux. Elles peuvent faire des mouvements assez peu, mais elles en font quand même, et elles le font sans cerveau, car le cerveau c'est un système nerveux central qui va intégrer toutes ces informations et coordonner toutes ces actions ensemble. Les chiens, chats, humains, oiseaux, grenouilles, escargots, mollusques et même les vers de terre ont un cerveau. En fait, presque tous les animaux que l'on connaît en possèdent un. Qu'est-ce qu'on a vraiment dans la tête? J'en sais rien, hein. J'en sais rien. Mais les neurones ne constituent que la moitié des cellules de notre cerveau. L'autre moitié est composée de plusieurs populations, des cellules appelées cellules gliales, partenaires essentiels des neurones, doivent interagir avec les neurones pour fonctionner efficacement. Ok. Elles sont 10 fois plus importantes en quantité que les cellules nerveuses de notre cerveau. Elles occupent l'espace vacant par les neurones. Les cellules créent autour d'eux une sorte de micro-environnement qui les isole de tout contact avec les autres tissus. Leur nom vient du terme glu. C'est hilarant. Du coup, ça veut dire que notre cerveau fonctionne quasiment... Enfin, il y a la moitié de notre cerveau qui est concrètement des neurones, l'autre moitié sont des cellules gliales qui viennent du terme glu. Ces cellules gliales ont d'abord été décrites comme de simples éléments de cohésion du tissu nerveux. Montrent leur rôle primordial dans l'activité cérébrale. Ok. Elles apportent l'énergie nécessaire à ces derniers, mais leur rôle ne s'arrête pas là. Elles ont une empreinte immunologique pour notre système nerveux central. Ainsi, on comprend que la recherche sur ces cellules gliales est essentielle pour comprendre l'évolution des pathologies. C'est le cas de la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer ou l'encéphalopathie au virus à VIH. Donc les cellules gliales. Joli, très joli aussi. Assure le support et la protection des neurones. Ah oui, quand même, c'est quand même très important. C'est quand même très très important. Ok. Donc le système nerveux est quand même très important. Mais en soi, ça n'empêche qu'effectivement, on pourrait très bien avoir un tapeworm dans le cerveau, être complètement possédé, ne pas du tout le savoir, et nous donner du coup cette impression. Et si le tapeworm est lui-même parasité, dans ce cas-là, c'est infini. C'est infini. J'en reviens pas quand même, il a tout son petit setup avec son petit projecteur, ses petites enceintes, son petit home cinéma, il est super bien quoi. Il est super bien.
on n'a pas vu du coup si on pouvait en avoir dans le cerveau en soi. Et aussi. By the young form of the pork tapeworm. Ok. Famille du ténia. Ok. Ok. Ça, il se développe dans les muscles. Mais en soi, de toute manière, si on prend cet exemple-là, que du coup, le cochon mange du coup des choses qui seraient des œufs ou d'autres choses qui seraient du coup contaminées, ça pénètre sa paroi intestinale et ça circule jusque dans sa musculature et ça se développe dans son muscle. Oui, mais nous aussi on a des bactéries en soi qui nous squattent. Donc en soi on n'est pas tout seul, on n'est quand même pas tout seul. Mais du coup comment est-ce qu'on se considère? Parce que du coup on se considère comme une unité pensante, mais donc du coup il y a... Nous on est un, mais en soi il y a plein de petits trucs. Faut que je fasse un dessin. Parce que du coup on est un, on est là. Waouh, oh il est... il a un petit problème d'épaule. On est... Alors non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais on va le mettre de côté. Donc on est là. Et donc du coup on est composé de plein de petites cellules. Ces cellules du coup nous aident à ne faire qu'un, mais du coup si on prend toute cette entièreté là en comptant tout le monde, on est beaucoup. Et du coup on est combien? Environ 60 000 milliards de cellules. Ok. Ok, il y a du monde. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Dénombrer les bactéries. Tu m'étonnes. Oh la vache. La molécule du mois. Ok, donc on n'a jamais été seul. On est toujours juste rempli de plein de choses qui fonctionnent du coup pour nous comme pour les animaux. Mais en fait, du coup, la question du coup, ça serait comment est-ce qu'on pourrait considérer qu'on est du coup qui on est. En fait, à partir de quel moment on considère qu'on a un être vivant, quoi, et que du coup, ces cellules-là ne sont pas considérées comme un être vivant. Ah mais si, organisme. Il y a quoi dans les êtres vivants? Les prostites et les monaires. Donc on a du coup les bactéries. Donc du coup en fait on devrait se subdiviser quoi, en se disant du coup on a nous, on a aussi on est composé de tous ces régimes-là, ainsi que ce petit insecte qui va me permettre de vivre, ainsi que ce petit insecte, et au final cette unité, elle se décolle et elle devient juste une sorte de mini tracé de nous, même, puisque du coup on est composé d'autres choses et qui se rencontrent avec d'autres choses. Oui bon, c'est pas une grande révolution, hein, Youpi Donar, ah ouais, on avait bien compris, mais... Ok, c'est quand même fou. Parce que là, on n'a même pas fait les liens d'indépendance et... Ah, ça me fait penser au schéma... comment on appelle ça? Schéma hormone humain. Je crois que c'est des schémas de zinzin. Ah, pas du tout. Mais j'avais vu des schémas sur Insta qui étaient zinzin. C'était pas les hormones, c'était quoi alors?
Eh non, hein. Eh non. C'est pas les hormones, c'était quoi alors? C'est pas les hormones. Je sais plus. Je sais plus. Et du coup, n'empêche qu'on est divisé, quoi. Mais ça reste que du coup que sur le point de vue de la matérialité, puisque du coup, on considère pas forcément que tous ces petits êtres en soi ont des consciences. Donc dans ce cas-là, il faudrait dénombrer beaucoup de monde, et beaucoup de morts, et beaucoup de vie aussi. Et du coup, on a à la fois l'hôte et le parasite. Ah, youpi. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ouais, j'ai voulu faire grave une araignée, ouais. Oh waouh, j'ai juste fait une putain d'araignée. Mais c'est vrai qu'elles font quand même vachement des belles toiles quand même. C'était les Web Spider LSD. Spider. Voilà. Ah non, c'est super beau. En fait, ça ferait une hyper bonne manière de montrer comment est-ce que les gens pourraient essayer de faire des liens entre les choses. Ça ferait des super beaux schémas, quoi. Juste du coup, tu reprends ça et je sais pas... on va essayer de faire ça. On va se refaire un deuxième même, en fait. Caféine, marijuana, benzédrine. En fait, il faudrait qu'on fasse ça aussi. Genre, nous, en fait, avec quel lien on fait de nos têtes et quelle route ça prend, quoi. Je voulais faire ça, en fait, une espèce de balade numérique et on part d'un point A et on se laisse divaguer et on voit où est-ce qu'on arrive. Et là, déjà, on y arrive quand même plutôt bien, hein. Benzédrine. Là, c'est des noms de fous. Comment ça, IA? Ah oui, non, je veux pas d'IA, moi. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Ok. Ok. Et là, on peut écrire... C'est parfait. Montre-moi comment tu penses. Parce que oui, il y a quand même toujours pas mal de chemins, mais c'était comme... comment ça s'appelle? Mais je l'ai en plus, là sur mon mur, il est beau. How would you draw history? Ah, mais c'était génial ça. Un peu de philosophie de l'histoire et de comment est-ce qu'on fait l'histoire et de quelle manière on la fait et du coup de quel schéma on fait ça, quoi. Ça me faisait penser aussi à tous les schémas de bureau d'études, forcément. Alors non, pas ce bureau d'études là,
tellement beau. C'est tellement beau. Essayer de faire des cartes, quoi, que ce soit des cartes du cerveau, des cartes d'ailleurs, ou des cartes d'hormones, ou des cartes du système nerveux, pour voir où est-ce qu'on voit. Et surtout, en fait, comment nous, du coup, on ferait ce genre de cartes, quoi. Parce que, je sais pas, moi, si je devrais faire une carte, du coup, comment je pense Ah bah, l'araignée est plutôt pas mal, hein. Je pense que ça ferait un truc qui part comme ça, avec plein de flèches partout. Et en fait, ce qui se passerait, c'est que ici, on aurait un miroir. 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 Et ici, un miroir. En fait, que ça fasse un peu comme une salle des glaces je crois que c'est ça, hein, c'est une salle des glaces de fête foraine. Palais des glaces. C'est un palais des glaces, c'est super. C'est tellement beau. C'est tellement beau. On n'a pas un grand là? Ah, parfait. Et donc du coup, on ait un truc de cette manière-là. Donc du coup, moi, ça serait ça. Du coup, avec des flèches qui partiraient dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'on va se prendre pour celui-là? On va pas se prendre cela. On va pas se prendre ça non plus. Ah, il y en a des super quand même, hein. Mais voilà, comment est-ce que je penserais? Une espèce de palais des glaces, où en fait ça part dans toutes les directions, comme la lumière en fait, qui serait émise dans toutes les directions, avec des reflets déformants, où on n'est pas exactement sûr de tout ce qui se passe, où en fait les choses se répètent et aussi se déforment, parce que là en soi c'est que des choses qui se répètent, mais aussi il y a des choses qui se déforment. Que en tant que tel, il y a aussi des formes de simulacres, où en soi ça soit juste des copies de moi-même, ou alors des formes un peu déformées de moi-même. Dans tous les cas, ça peut être des copies. Des copies sur le plan matériel qui ne sont pas exactement les mêmes, mais ou du moins dans ce que c'est, il y a quand même ce... Waouh! Oh, c'est incroyable! Palais des glaces en plein air. Durant une seconde, j'ai l'impression d'avoir vu... Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est génial. Et ça attire surtout les femmes. Allez, ta gueule, Chris. Ta gueule. On était sur des choses bien et là t'arrives, Chris. Des fois, il faut juste se la fermer. Mais ouais, je pense que ça serait ça. Ce serait ça. Et que du coup, en soi, comme dans tout miroir, bah comme Narcisse qui regarde son reflet, on peut juste se perdre dedans. Parce qu'on peut regarder aussi juste comment on pense. Et donc, à partir de ce moment-là, ça ne serait pas forcément... qu'un palais des glaces, mais ce serait aussi se perdre de ce reflet-là, et ce serait aussi juste parfois réussir à sortir de ce palais des glaces, qui serait du coup là,
Ouais, on va dire que c'est le palais des glaces avec sa petite porte là. Et moi, du coup, je sors ici. Et là, du coup, je suis là. Et oh là là. Et du coup, je prends des petites jumelles pour regarder tout ça. Et je me dis, damn. On va refaire ce bâtiment-là. On va tout exploser. On va refaire un autre palais des glaces. On va pas mettre les miroirs dans le même sens. On va pas les mettre au même endroit. Et on va voir ce qui se passe. Et on y retourne. Et après, on y ressort. Et ces allers-retours, je les trouve trop intéressants. À la fois voir, bah du coup, quand je suis dedans, faire de la cognition. J'arrive pas à écrire. Ah mais si, je peux écrire là. Et à la fois quand je suis dehors. Faire de la métacognition. Me demander du coup comment est-ce que j'ai pensé à tout ça. Mais du coup, se pose toujours la question de me dire, bah finalement, la cognition. Se pose toujours la question de me dire qu'est-ce que je ferais son système nerveux, parce qu'au final c'est quand même un peu tout ce que je fais à l'heure actuelle. C'est penser, voir comment je pense, et aussi aider un peu les gens à voir comme ce qui s'y passe, quoi. Du coup cette petite tête là se perd un peu des fois. Mais c'est amusant, c'est amusant. Et je voulais donner du coup un peu une sorte d'élucubration et de voir en fait quel lien est-ce que je pouvais faire aussi. Parce que ces liens-là en soi ils m'intéressent en fait. Et de quelle glace je vais regarder par rapport à une autre. Pourquoi j'aurais regardé celle-là alors que celle-là l'était tout aussi intéressante. En fait c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Et que c'est une théorie que j'ai fait il y a un petit peu de temps mais qui fonctionne toujours bien, qui s'appelle la théorie de la pomme. En soi, cette pomme, elle est là. Elle est toute simple. Hop, voilà. Elle est très mal dessinée surtout. La pomme, on peut vraiment la voir à travers énormément de prismes différents. Là, ici, dans cet exemple, on va dire qu'on la voit à travers 4 filtres de perception. Qui vont être du coup, hop là, ouh là là, la perspective. Qui vont être du coup en soi ces 4 cubes. Enfin, ces quatre faces de ce cube-là. Donc on a ce filtre-là, ce filtre-là, ce filtre-là et ce filtre-là. Avec ce filtre-là, on peut dire que la pomme est verte. Avec ce filtre-là, on peut se dire que la pomme... Bah, la pomme n'existe pas, que la pomme existe. Avec ces filtres-là, on peut se dire que... Pomme pas pourrie, super. Avec cette pomme-là, on pourrait se dire que elle est verte, elle existe, et que elle est pas pourrie, donc et aussi que c'est un fruit, puisque c'est une manière de la classer. Voilà. Et donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est pas que en soi, du coup, cette pomme, on peut quand même la voir de manière différente. Bon, déjà là, c'est pas exactement la même pomme, mais c'est une pomme quand même. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de multiplier ces filtres-là. Là, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, on a celui-là, 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 celui-ci et celui-là. En fait, ce qui est intéressant, avec les 4 premiers filtres qu'on avait mis avant, c'est que certains, en fait, vecteurs, certaines choses, en fait, vont se croiser. Par exemple, le fait que ce soit un fruit et qu'elle soit verte, bah du coup, si on aligne les informations, ça fait un fruit vert. Voilà. Et le fait que ce soit une pomme qui soit pas pourrie, bah c'est un fruit vert, du coup, qui est une pomme pas pourrie. Donc, ça se croise, et ça nous fait une jonction qui fait fruit vert pas pourri. Et en fait, on devrait commencer par celui-là en disant que tout simplement, ça existe. Mais en fait, ça existe en tant que fruit, qui est vert et qui n'est pas pourri. Et donc, ça nous donne notre définition. Sauf que là, le problème, c'est que... Enfin, c'est pas franchement un problème. On va juste dire qu'on part avec beaucoup de choses différentes, et qu'on va se dire que, par exemple, ici, la pomme est raciste. La pomme existe.
la pomme est rouge. La pomme est un légume. Bien évidemment, puisqu'on peut aussi inclure des filtres de perception qui nous mettent dans des erreurs. Et on va se dire que la pomme... Ouf. On peut pas la manger. Non, on va pas dire qu'on peut pas la manger, on va dire que... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette pomme? Elle parle pas. Elle est hyper silencieuse. Et que bah du coup en fait en fait du coup la pomme bah en fait elle parle pas mais elle est vivante quand même quoi. Et donc en fait du coup on va essayer du coup de croiser tout ça mais ça n'a aucun sens parce que du coup il y a des filtres qui nous mettent en erreur mais des filtres qui en fait sont tellement exagérés qu'ils sont quand même intéressants. En fait à partir de quel moment on peut considérer qu'une pomme peut être raciste ou n'est pas raciste? Je veux dire, enfin, pourquoi on aurait plusieurs couleurs de pommes et en fait, sur quelle définition du racisme on pourrait se baser pour dire que du coup la pomme est en tant que telle raciste ou n'est pas raciste? Parce qu'en plus elle est rouge alors que celle-là est verte et elle est plus petite, donc il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent arriver. On pourrait aussi estimer que c'est un légume et donc du coup, en essayant de prouver que c'est un légume, voir que c'est un fruit et donc au final ça ne fonctionne pas. Et tout ça pour dire qu'en fait, tous ces filtres de perception, on peut vraiment en faire autant qu'on veut, mais le problème qu'on va avoir avec le fait d'en faire trop, des filtres de perception, c'est que déjà, on va accumuler toutes les erreurs, et qu'en fait, on va avoir tellement de rayons, que du coup, on va avoir énormément de définitions différentes de la pomme. On va en avoir tellement que ça va nous former une constellation de définitions de cette pomme. Et que ce qui va se passer, c'est que on va se dire que la pomme est raciste et n'est pas un légume, que la pomme est raciste et vivante, que la pomme est raciste et rouge, que la pomme ne parle pas mais est vivante. Et voilà, on peut en faire aussi certains qui vont en croiser qui vont en croiser plusieurs. Par exemple, on va dire qu'elle ne parle pas, qu'elle est raciste, qu'elle est vivante et qu'elle est rouge. Voilà. Et donc en fait, toutes ces petites jonctions de points, on va en avoir tellement qu'au final, la définition même en fait de la pomme, en tant que telle, ne va pas être claire du tout. C'est que ça va être complètement... Est-ce que je peux mettre tout ça à la poubelle? Ça va complètement partir à volo. On comprendra plus la pomme en fait, pour purement ce que c'est. Qui est là. Et nous c'est pareil, on peut partir sur le nombre d'élucubrations qu'on veut, et faire le nombre de rotations autour de nous, à l'intérieur de nous, il faut qu'on fasse attention. Parce que plus on le fait, plus ça nous remet en question, plus on voit à quel point on peut aller loin, et on peut partir dans toutes les directions possibles, mais plus aussi, ça peut nous indéterminer aussi d'une certaine manière. Parce qu'on finit juste plus par se reconnaître, et du coup, on finit par juste ne plus se vivre en fait. Se vivre uniquement à travers une analyse de nous-mêmes et devenir ce petit bonhomme triste. Qui a un très gros nœud papillon d'ailleurs. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais voilà, on oubliera ça. Et donc du coup, comment faire? Et ben dans ce cas-là, il faudrait voir en fait, en sortant de tout ça, comme on a fait avec le palais des glaces, de voir tous les filtres qu'on a choisis, de voir en quoi celui-là est bien, et en quoi celui-là, franchement, no way, il est nul, il est, non, caput, over, il faut vraiment pas l'utiliser. Mais celui-là, validé. Il est super, regardez-le. Il est vraiment super. Et donc du coup, il faut pouvoir faire les deux. À la fois penser, créer ces filtres de perception, en créer plusieurs, savoir combien on en a, on a X miroirs, et ensuite voir l'architecture. Comment est-ce qu'on les organise? Est-ce qu'on les organise en espèces d'étoiles, comme ça?
Est-ce que on les organise plutôt en rond, comme on a fait avec la théorie de la pomme avant? Et qu'est-ce que ça apporte en fait en tant qu'avantage ou désavantage? Mais j'ai quelque chose que je fais assez souvent quand je vais pas bien. Je me tire les cartes en fait. Et en fait, c'est un tarot de une dame que je vais vous présenter qui est Dorine Virtue. Dorine Virtue, c'est une grande prêtresse du New Age. Moi, j'étais dans des croyances New Age quand j'étais petit, à cause de ma belle-mère qui croyait beaucoup dans ce que disait cette dame, qui est autant cette dame-là que cette dame-là. Hein. Elle a fait une petite coloration et décoloration. Elle avait des tenues incroyables comme ça. Et des photos assez niaises. Voilà, comme cette photo-là, assez iconique. Et en fait, elle a fait énormément d'oracles. Moi, l'oracle que j'avais quand j'étais petit, c'était l'oracle des fées, parce que je croyais aux fées des eaux. Les fées de l'eau, en particulier, c'est ce qu'on appelle des ondines. Voilà. Et une ondine, ça va pas être... voilà, ondine de Pokémon, j'en étais sûr. Mais ça va vraiment être d'une fée, en fait, qui reste au niveau des lacs, au niveau des... Enfin, en fait, c'est vraiment son élément, quoi. C'est pas une fée des forêts, c'est vraiment une fée de l'eau. Et donc, j'avais créé tout un petit hôtel pour ces fées-là, etc. Et donc, je sais qu'avec du recul, ça ne m'avait absolument pas apporté grand-chose, à part le fait, on va dire, de pouvoir m'évader ailleurs, et que mentalement et imaginairement parlant, ça m'a apporté énormément de bonnes choses. Et ça, pour le coup, ça a été super. Mais c'est vrai que... Elle est sympa, cette image. Quelle est cette créature mythologique qui ressemble à la sirène? Je ne pensais pas qu'il y avait des ressemblances avec la sirène, mais c'est important. C'est super de savoir ça, je regarderai ça après. Mais ce que je voulais dire par rapport aux ondines, c'est que j'ai très bien vu que avec le temps, que ça m'a pas vraiment apporté grand-chose. Que ce filtre-là, des petites, enfin des grandes fées plutôt, ne m'a vraiment pas apporté grand-chose. Mais par contre, il m'a fait du bien, il m'a permis d'avoir des repères, et en soi, je sais que c'était un filtre de perception pendant un bon moment. Et que l'abandonner m'a demandé énormément de temps, et que maintenant, il est, je pense, encore là, mais sous certaines formes de fragments, et on va dire que dans certains filtres de perception aussi, on peut avoir des fragments, d'autres filtres qui viennent, et du coup qui s'agglomèrent et qui forment un filtre en entier. Ou qui vont former toute une architecture ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a quelques temps, il y a 2-3 mois de ça, je crois, je suis allé à Emmaüs et j'ai trouvé un oracle de Dorine Virtue, au rayon enfant, bien évidemment, qui s'appelle le tarot des archanges. Et il faut savoir que ma belle-mère, en fait, m'avait beaucoup introduit à Dorine Virtue parce que ma belle-mère croyait aux archanges. Et donc voilà, c'est ce petit tarot magnifique. Et donc en fait, ce tarot, je l'ai acheté parce que bah moi, ça venait de Dorine Virtue, donc forcément, ça m'a fait un truc. Et en fait, je voulais retester ce que ça faisait de tirer les cartes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai encore là. Et que c'est un tarot que j'utilise quand je vais pas bien, pour me donner des réponses. Sauf que un jour, je l'ai utilisé parce que j'étais amoureux de quelqu'un, en voyant si cette personne pensait que c'était réciproque. Et en fait, il s'est avéré qu'en tirant les cartes à chaque fois, la réponse était que oui, c'était réciproque. Et donc là, par exemple, je vais vous faire un test en tirant juste la première carte qui va venir à la main. Donc du coup, généralement, pour les tarots, on se pose du coup une question. Donc là, je vais poser une question pour savoir du coup si ma conférence était bien. Voilà, tout simplement. Et la première carte qui tombe, c'est la Dame de Michel. Vous savez exactement quoi faire. Mettrez votre expérience à profil. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. C'est fou, hein, je venais parler d'amour. Et la Dame de Michel arrive pour me dire « Non, non, non. Fais ta conférence. » Et en fait, je sais pas si on va pouvoir peut-être trouver la carte sur Internet. Mais en fait, les figures... parce qu'en fait, dans ce jeu-là, on a 4 familles. Et donc en fait, c'est comme un jeu de cartes classique. Les cartes vont de l'As du coup au 10. Et après, on a... je sais plus s'il y a des princes, mais en tout cas, il y a des dames, il y a des rois, et il y a une autre figure. Et en fait, quand c'est une figure qui tombe, c'est que souvent, ça symbolise, du coup, une personne qui est comme ça, ou du moins que c'est un de nos traits de caractère, du coup, qui pourrait ressortir. Et donc, moi, du coup, je suis tombé sur ça. La Dame de Michel.
bien évidemment, nous n'aurons pas... Oui, non, non, nous n'aurons rien. Nous n'aurons rien. Par exemple, si je mets Dame de Michel sur Internet... Oh! Elle est là. Elle est là. Le tarot des archanges vendu par Claire. Merci Claire d'avoir fait ton annonce. Grâce à toi, nous allons pouvoir voir la Dame de Michel. Mais est-ce que je peux faire ma capture d'écran? Merci. Et donc là, je pense que on finira cette conférence sur ce dernier mème, du coup, pour finir en fait sur cette espèce de d'élucubration conférence, où du coup on est allé voir plein de choses très différentes. Tout ça pour parler de comment est-ce que les gens pensent, est-ce que tout ça c'est utile, et que en soi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et que je suis très curieux aussi de voir comment est-ce que les gens pensent. Puisque, ah oui, au final, j'avais pas du tout fini, mais en fait, j'utilise complètement ce tarot, vu qu'il est extrêmement positif, pour me remonter le moral. Et en fait, je conscientise cet usage. En le conscientisant, du coup, je sais pourquoi j'utilise ce filtre de perception-là. Et donc, du coup, j'accepte que ce filtre de perception soit là, et ça ne me dérange pas. Alors que de base, c'était quelque chose que je rejetais parce que je trouvais ça... que ça m'apportait rien et que ça me mentait plus qu'autre chose finalement. Donc c'est ça que j'aimerais un petit peu apporter aux gens. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme texte ici? Vivre sa vie. Vivre sa vie, Livio, conférence Dame de Michel. Bah voilà. Donc je pense que du coup je vais arrêter ce test ici. Et je vais monter ce résultat-là pour qu'il y ait la piste audio en même temps que la piste visuelle. Et donc j'espère que vous prendrez le temps de regarder comment est-ce que vous pensez, et que vous laissez aussi libre cours à votre imagination et à votre manière de penser aussi certaines fois, parce qu'il faut trouver un équilibre entre tout. On ne peut pas être tout le temps dans l'analyse de soi-même, sinon on est ailleurs et on devient le bonhomme au gros nœud papillon qui est extrêmement triste, et on ne veut absolument pas ça, bien évidemment. Donc pensez à comment vous pensez, pensez à votre palais des glaces, comment est-ce qu'il est orienté, de quelle manière vous le voyez, changez les miroirs, et peut-être que la prochaine fois de nouvelles choses pourraient arriver. Parce que bon, je pense que là, la Dame de Michel n'est pas arrivée par hasard. On est du coup brillant, autonome, perspicace, et on a le sens de l'humour. Et on sait exactement quoi faire. Donc bon, si vous savez quoi faire, faites-le.